Je suis le président du conseil académique de la commune Université Paris-Lumière, qui réunit notamment l'Université de Saint-Denis, où nous nous trouvons aujourd'hui, l'Université de Paris-Nanterre. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a une trentaine d'années, j'étais ici, à Paris 8, en train de terminer ma thèse de doctorat en sociologie. Et depuis une quinzaine d'années, je suis professeur de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Voilà pourquoi je suis doublement heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. Pour cette 7e édition du concours en France, ma thèse en 180 secondes, 6e édition à laquelle participe la commu Université Paris-Lumière. Vous le savez, malheureusement, du fait du confinement, on n'a pas pu se réunir l'an dernier. Donc, un certain nombre des candidates et candidats qui étaient prévus l'an dernier, j'allais dire, vous êtes de nouveau là cette année, plus les nouveaux candidats. Vous êtes 13 venant soit de Nanterre, soit d'ici Saint-Denis. Je voudrais remercier l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis qui met à notre disposition cet amphithéâtre qui, pour raison sanitaire, n'est pas aussi bondé qu'il mérite, que vous le méritez. Je remercie particulièrement le service de l'équipe audiovisuelle qui s'occupe de cet enregistrement, cette diffusion. Je remercie les salles mises à disposition par l'Université Paris-Nanterre, les presses de l'Université de Paris 8, les presses de l'Université Paris-Nanterre qui remettront des petits cadeaux à l'ensemble des participants, des cadeaux un peu plus importants aux lauréats. Et puis je remercie au nom de tous les membres candidats ici, au nom de tous les étudiants, les membres du jury. Alors je vais faire comme je ferai d'ici une petite heure à peu près, au moment après la délibération. Je commence par le deuxième rang. Au deuxième rang, Alice Forge, qui est chargée de communication à l'Université Paris 8, ici. Marion Margot, qui est directrice de communication, qui est spécialiste du développement de synergies de communication dans des groupes industriels internationaux en transformation. Maintenant, je passe au premier rang. Myriam Nakara, qui est chargée de la communication scientifique de l'Université Paris-Nanterre. Géraldine Pouls, qui est responsable de la valorisation scientifique des collections de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, qui est un des membres associés de la commu Université Paris-Lumière, à côté de 15 autres tout aussi prestigieux, le Musée du Louvre, je ne vais pas les citer tous. Adama Diurté, depuis 3 ans, depuis 2017, 4 ans maintenant, lauréat de la finale locale du concours Ma thèse en 180 secondes pour une thèse donc en sciences politiques. Et donc maintenant, il est de l'autre côté de la barrière. Il était candidat, il était en train de trembler un tout petit peu il y a 4 ans. Là, maintenant, il est là, tranquille. Bon. Voilà. Et puis, Clément Courvoisier, qui est actuellement vice-président après avoir été président. Ce qui est rare, c'est rare que quelqu'un qui a été président accepte ensuite d'être vice-président de quoi ? De l'Association nationale des docteurs. C'est-à-dire que vous toutes et tous, d'ici quelques mois, dizaines de mois, peut-être pour certains, parce que certains d'entre vous sont... vous serez docteur d'une université française et vous aurez la possibilité d'adhérer à cette association qui a déjà plus de 50 ans, nationale des docteurs, dont Clément Courvoisier, j'allais dire, est le vice-président et donc qui formera, j'allais dire, avec nous tous ce jury que je vais présider. Vous le savez, vous avez 3 minutes, 180 secondes, pas une de plus. Vous savez la règle, si vous dépassez les 3 minutes, vous êtes éliminé. Ce qui fait que quand vous voyez la diapositive stop, vous avez le choix. Soit vous arrêtez, vous restez dans le concours, soit vous continuez, vous êtes éliminé du concours, mais vous continuez votre prestation. C'est votre choix. Voilà. On m'avait donné 5 minutes. Je crois que j'ai tenu mes 5 minutes. Je vais regagner les rangs du jury. Je vous souhaite, j'allais dire, de belles prestations à toutes et à tous.
Je n'y arrive pas, c'est impossible. Mais si, tu verras, c'est possible. Le 12 mars à 14 h, toi et les autres candidats UPL, tous, vous y arriverez. Non, non, non. Le 12 mars, on a dit. Et puis, ce sera en ligne. C'est intéressant. Mais c'est pas essentiel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 7e édition de ma thèse en 180 secondes. Édition assez particulière, comme l'a dit Monsieur le Président du jury, puisqu'il a fallu composer avec les contraintes sanitaires. Donc salle à audience réduite, mais grâce à la magie de la technologie, il y a beaucoup de gens, des milliers peut-être, pourquoi pas, qui nous suivent depuis chez eux. Et vous avez donc pu aussi découvrir les joies des problèmes techniques qui vont avec. Et donc, sans plus attendre, on va directement commencer le concours. Il me reste juste à vous souhaiter bonne chance à toutes et à tous. Et surtout, n'oubliez pas de vous applaudir les uns les autres. Hein, il faut compenser. Vous applaudissez, ça vaut pour 4 personnes à peu près. Hein. Chez vous, vous pouvez applaudir aussi. Ça sert un peu à rien. Mais bon, allez-y quand même. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Question générale. Qui n'a pas envie aujourd'hui de restaurer le monde? Et pour relever ce défi, qu'est-ce que vous pensez qu'il soit nécessaire d'obtenir? Moi, je dis qu'il faut de la connaissance. Paul Claudel disait que la connaissance, c'est une connexion liée à une renaissance. Oui, connexion à l'autre et renaissance à soi-même, pour mieux appréhender la complexité du monde, y faire face, pour trouver des solutions qui nous permettent de nous y engager. Et pour augmenter notre connaissance, combien de livres lisons-nous chaque année? Voilà, en fait, nous lisons de moins en moins. Il y a même 55% des Français qui ont du mal avec la lecture, ce qui est un peu antinomique avec l'accroissement de la connaissance. Cependant, le niveau de l'augmentation du visionnage en ligne de vidéos augmente chaque année et atteint pour les jeunes adultes quasiment 50 minutes par jour. Voilà, c'est exactement le travail de ma thèse, c'est montrer que certaines vidéos, certaines, pas toutes, diffusées sur YouTube, apportent de la connaissance à un public qui n'en aurait pas accès sans elle. Cette connaissance, elle est produite par des professionnels et des journalistes, mais surtout par une multitude de passionnés, on les appelle les youtubeurs, mais on pourrait les appeler les connexeurs, qui souhaitent partager leurs connaissances à un public le plus large possible. De la biologie, de l'astrophysique, des sciences politiques, de la cuisine, une multitude de connaissances, autant théoriques, pratiques que techniques, et ainsi disponibles par celle. Ce que j'observe, c'est que toute cette connaissance, elle est un formidable terrain d'apprentissage pédagogique. Parce que pour apprendre, il faut bien sûr intégrer des connaissances, mais il faut pouvoir restituer. Et les plateformes permettent cela. Grâce aux dispositifs d'interaction et aux plateformes de commentaires, du public discutent ensuite des vidéos qu'ils ont regardées. Ils reformulent, ils échangent des sources, bref, ils s'opposent parfois, c'est possible, mais ils apprennent à penser grâce à toutes ces vidéos. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un trou. Oui, alors, bien sûr, tout le monde ne participe pas à ces échanges. Il y a juste une partie qui s'intéresse à ça, mais
Voilà, ce qui est important, ce que je voulais dire, j'ai perdu du temps, c'est qu'on a besoin de ces vidéos pour que le monde puisse se transformer et qu'une intelligence citoyenne émerge. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une princesse Disney. Ah bah oui, les princesses, c'est les belles robes, le prince charmant. Mais non, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles arrivent à comprendre les animaux. Mon rêve. Alors, afin d'en acquérir le titre, je me suis lancée dans une thèse en éthologie. L'éthologie, c'est l'étude des mœurs des animaux, et dans ma thèse, je me suis plus particulièrement intéressée à l'évolution culturelle du chant d'oiseaux. Culturelle, mais quel rapport avec les oiseaux? Eh bien, nous autres, êtres humains, ne sommes pas les seuls à avoir de la culture. Et oui, la culture existe même chez les chanteurs. En effet, on parle d'évolution culturelle du chant, car tout comme les enfants apprennent à parler en imitant les adultes, les jeunes oiseaux apprennent à chanter en imitant les congénères. Le chant est donc transmis socialement, ce qui en fait un comportement culturel. Et dans le cas où tous les oiseaux d'une même zone géographique se transmettent culturellement le même type de chant, différent de celui d'une zone géographique plus éloignée, on parle de dialecte, comme chez les humains. Cependant, l'existence de tels dialectes n'a jamais été démontrée chez le diamant mandarin, l'espèce d'oiseau que j'ai étudiée au cours de ma thèse. Chez cette espèce, seuls les mâles chantent, et en conditions naturelles, chaque mâle chante un chant différent. Mais lors de ma thèse, j'ai étudié l'évolution culturelle du chant en situation artificielle de laboratoire. J'ai donc créé une colonie d'oiseaux, avec des mâles fondateurs ayant été entraînés à chanter tous le même chant. Puis je les ai placés avec des femelles, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Non, je rigole. Enfin oui, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et moi, j'ai enregistré tous les descendants ayant éclos au sein de cette colonie, afin de voir comment le chant avait évolué à partir de cette condition artificielle où tous les mâles fondateurs chantaient le même chant. Je pouvais alors m'attendre à deux choses. Soit les descendants avaient innové ou fait des erreurs lors de l'apprentissage du chant, menant alors à une grande diversité de chants au sein de la colonie et empêchant l'établissement d'un dialecte, soit ils avaient produit une très bonne imitation du chant originel des fondateurs, créant alors une grande conformité de chant au sein de la colonie et permettant ainsi l'établissement d'un dialecte de chant. Et c'est ce deuxième phénomène que j'observe, démontrant ainsi que les dialectes peuvent apparaître chez le diamant mandarin. Mais alors, comment se démarquer quand tous les congénères possèdent le même dialecte? Eh bien, malgré la conformité apparente, les descendants ont tout de même introduit de la variabilité dans certaines parties de leur chant, divergeant ainsi du chant originel et leur permettant de se démarquer les uns des autres. Alors, après tout ça, je le mérite, mon titre de princesse Disney? Espèce de FDP, on perd parce que t'es un gros noob. Surprenant, non? Et pourtant, ce genre de comportement est courant quand on joue aux jeux vidéo en ligne. On peut se demander si ces joueurs sont des enfants de 12 ans mal éduqués, des joueurs frustrés après 10 défaites, ou des sociopathes qui prennent plaisir à insulter leurs coéquipiers. Les jeux vidéo sont une activité de loisir devenue extrêmement populaire. On a tous dans notre entourage un proche qui joue aux jeux vidéo, que ce soit sur ordinateur, sur console ou sur téléphone. Les personnes qui connaissent mal cet univers imaginent souvent que le joueur type est un adolescent qui vit dans le noir, qui a une hygiène de vie catastrophique et qui devient violent à force de jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, de nombreuses études scientifiques ont pérennisé ce cliché du joueur agressif et asocial. Eh bien non. La moyenne d'âge des joueurs est de 40 ans et un joueur sur deux est une femme. Ils ne peuvent pas tous être des psychopathes. Dans ma thèse, je me suis intéressée à la manière dont les joueurs interagissent entre eux pendant qu'ils font des parties en ligne. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'à certains moments ils s'entraident alors que d'autres fois ils s'insultent. Même si je suis psychologue, je n'ai pas demandé aux participants de s'allonger sur un divan ni d'écrire ce qu'ils voyaient dans des taches d'encre. Pour comprendre les aspects psychologiques
émotionnelle et motivationnelle des joueurs, j'ai eu recours à une méthodologie peu courante. Les réponses à un questionnaire ont montré l'influence de tous ces facteurs sur le comportement des joueurs. Les jeunes de sexe masculin, impulsifs, réactifs sur le plan émotionnel et qui aiment la compétition ont plus tendance à se montrer agressifs. A l'inverse, les femmes, les joueurs plus âgés et les personnes empathiques se montrent généralement plus agréables avec les autres joueurs. Mais ces facteurs conduisent-ils systématiquement à se comporter d'une manière ou d'une autre ? Pour le savoir, j'ai fait venir des joueurs en laboratoire pour qu'ils jouent. J'ai enregistré leur rythme cardiaque, leur suivi oculaire et leurs expressions faciales. Heureusement, à l'époque, on n'était pas obligé de porter un masque. Pendant les parties en ligne, le comportement des joueurs varie en fonction de plusieurs paramètres, notamment la manière dont ils vont réagir émotionnellement aux événements dans le jeu. Imaginez que vous n'avez pas entendu votre réveil, vous ratez le métro et vous arrivez en retard à une réunion de travail très importante. Vous allez être plus réactif sur le plan émotionnel. Et si par malheur, quelqu'un vient à dire ou faire quelque chose qui vous contrarie, il est fort probable que vous vous montriez désagréable avec cette personne. Pendant les parties en ligne, c'est la même chose. Les jeux vidéo ne rendent pas plus violents. Comme dans la vie réelle, c'est l'interaction complexe entre l'état émotionnel à un moment donné, les facteurs psychologiques, le contexte dans le jeu et les motivations de chacun qui vont amener à se comporter, parfois de manière agressive, mais à d'autres moments aussi de manière prosociale. La grammaire, ça vous tente ? Non. Ok, je peux comprendre. C'est vrai que ça a quelque chose de pénible. On pense souvent que la grammaire, c'est là pour nous dire comment écrire, comment parler. En fait, la grammaire, c'est ça. C'est découvrir le monde, organiser le monde, pour le comprendre et pour communiquer, bien sûr. Alors cette grammaire, elle bouge, elle évolue. Si je vous dis « hier, nous nous promenâmes », vous allez dire « il est bizarre ce type », parce qu'aujourd'hui, on dit « on s'est promené ». Alors, comment évolue-t-elle, cette grammaire ? Pourquoi évolue-t-elle ? Notre bébé, là, qui découvre le monde, il est en train de se construire physiquement, cognitivement et socialement. Il est en train d'apprendre à parler. Parce que c'est ça le langage. C'est du physique, à travers l'appareil articulatoire. C'est du cognitif, les représentations mentales que l'on a des mots, des phrases. Et c'est du social. Je ne parle pas de la même manière à un pote ou au président de l'université. Je veux montrer dans ma thèse comment seule la combinaison de ces trois forces, physiques, cognitives et sociales, arrive à faire fonctionner et arrive à changer le langage. Trois forces sous-tendues par la même dynamique, la recherche d'efficacité. Prenons un exemple. Une expression comme « pallier à un manque ». Pallier à, il y a quelques années, c'était faux. C'était pas dans le dictionnaire. Aujourd'hui, vous regardez dans le Larousse l'accepte. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Du point de vue articulatoire, c'est plus facile. Ce « à » crée une liaison avec le mot d'après. Du point de vue cognitif, on a en tête « remédier à ». Donc pallier à, ça vient tout seul. Et du point de vue social, à part un linguiste un peu old school comme moi, ça choque qui d'entendre pallier à ? Pas grand monde. Tous les feux sont au vert, le changement de la langue est en route. Mais prenez une expression comme la voiture a mon père. Depuis le temps qu'on entend ça, la voiture a mon père. Pourtant, ça ne rentre pas dans la norme. Qu'est-ce qui se passe ? Du point de vue articulatoire, c'est plus facile. Du point de vue cognitif, ce a qui porte la notion de propriété, on dit c'est à toi, c'est à moi. Ça vient naturellement. Mais du point de vue social, ça passe pas du tout. C'est mal vu, on est vite jugé si on dit ah, c'est la voiture à mon père. Tous les feux ne sont pas au vert. Le changement de la langue, le changement de la norme ne se fait pas. C'est pourquoi je veux appréhender le langage à travers la combinaison de ces trois forces. En comprenant mieux cette combinaison, cette indissociabilité, on comprendra mieux le langage. Et je suis sûr qu'on comprendra aussi mieux l'être humain. Merci. Je vais peut-être vous apprendre un nouveau mot,
saudade. Saudade est un mot portugais, notre mot intraduisible. Mais je vais quand même essayer de vous le traduire. Entre nostalgie et mélancolie, c'est le mal du pays, l'absence d'un lieu, d'un moment de bonheur passé. Ce sentiment était au centre d'une idée d'identité portugaise pendant la dictature. Saviez-vous que le Portugal a connu la plus longue dictature en Europe occidentale au XXe siècle? Non. Elle a duré presque 50 ans. Et sa machine de propagande a manipulé les concepts de culture, de tradition, de folklore, et a créé une idée d'une identité portugaise, d'un Portugal rural, heureux mais mélancolique, simple, propre et passif. Une représentation de soi pour conditionner les Portugais. Je viens d'un petit village au nord du Portugal où existent encore des traces de ces rites et de ces traditions, même si la dictature est finie en 1974. C'est donc avec une grande surprise que je me suis rendu compte non seulement de l'existence, mais du nombre et de la grande activité des groupes folkloriques portugais en France, les ranchos folclóricos, à mon arrivée en 2015. En tant qu'artiste, ce thème est vite devenu central à mon travail, ce qui m'a mené à faire un film sur ces groupes, à les suivre pendant une année et, pour aller plus loin, à en faire une thèse. Je travaille sur le rôle de la danse, du chant, des costumes de folklore au sein des associations portugaises en France. Après une arrivée courageuse dans les années 60, en traversant des frontières à pied pour réclamer une nouvelle vie, les Portugais immigrés en France sont devenus de plus en plus nombreux. Malgré leur désir de retour, l'arrivée des femmes, des enfants et la constitution de nouvelles familles les ont poussés à s'installer à long terme en France et à créer des associations dans les années 70. Ces associations avaient et ont encore le but de la rencontre, faire la fête, la cuisine, pérenniser les rites et de transmettre la langue portugaise à leurs enfants nés en France. Avec les nouvelles générations et une vague de nouvelles associations dans les années 80, avec un regard plus tourné vers l'Europe et une double culture, le chemin le plus probable serait la disparition du folklore au sein des associations, vu qu'il est ancré sur une image d'un Portugal mythifié qui n'existe plus et que les nouvelles générations n'ont jamais connu. Mais non, ce sont des groupes vivants, multigénérationnels, qui continuent à se retrouver et à se renouveler. Quand je leur demande pourquoi ils le font encore, ils me répondent « Le folklore, c'est la famille, c'est se connecter aux racines, honorer les ancêtres, c'est saudade. » Merci. Imaginez une pieuvre d'une taille comparable à la Terre qui, avec ses tentacules, envahit presque tous les coins du monde. Ça fait un peu peur, non? Pourtant, chez certains, elle ravive des émotions positives. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'occidentalisation à travers cette pieuvre. Elle s'accélère depuis la défaite de l'URSS, considérée comme le triomphe de l'Occident et notamment des États-Unis. Donc elle bouge, avance, des fois en tant que produit de consommation ou à la fois en tant que produit de consommation et une culture et une idéologie occidentale. Je suis née en URSS, mais j'ai grandi dans un pays indépendant, la Géorgie. Pendant toute cette période, ce pays a vu beaucoup de changements sociopolitiques, dont le retour du religieux. Avec le temps, je voyais également les tentacules de l'Occident se frayer un chemin très lentement à travers les ruines des guerres et les ombres soviétiques, mais pour beaucoup de Géorgiens, l'occidentalisation ne ressemblait pas du tout à une pieuvre, mais plutôt au vent de la liberté. Et voilà, la révolution des roses en 2003 ouvre la porte largement à l'Occident, qui s'implante dans une terre géorgienne non seulement sous forme de jeans, McDonald's ou Internet, mais également sous forme de la démocratie libérale. Ma thèse porte sur l'orthodoxie chrétienne et l'islam face à l'occidentalisation de Géorgie après la révolution des roses. Dans le cadre de ma recherche, j'ai dû voyager dans tous les pays pour voir à quel endroit les tentacules de l'Occident bougeaient à grande vitesse, se ralentissaient et s'arrêtaient. Et voilà les résultats. Plus on s'éloigne des grandes villes, plus les traces de l'Occident disparaissent. Chez les communautés musulmanes, reparties de manière plutôt compacte, isolées, l'absence de l'Occident est plus évidente. Avec le temps, je vois qu'il va surgir entre les générations également. Les générations orthodoxes des parents et leurs enfants laïcs.
les parents qui sont éduqués sur la culture soviétique et leurs enfants un t-shirt Pink Floyd ou Coldplay. Les parents qui parlent russe et leurs enfants qui s'expriment en anglais. Ce clivage est évident chez les communautés musulmanes également, mais avec un peu de différence. Par rapport à l'ancienne génération, qui se montre plus à l'aise à la liberté, la génération des enfants, c'est-à-dire les jeunes musulmans, ne tolère pas les valeurs occidentales. L'Occident, pour ce dernier, se réduit jusqu'à présent aux smartphones ou aux voitures de marque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais sachez, l'aventure de cette immense pieuvre prend toujours sa suite. Merci. « 830. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 830 femmes meurent chaque jour dans le monde de complications liées à la grossesse et l'accouchement, souvent faute de soins. Pourtant, même là où les politiques s'engagent pour lutter contre ce problème, parfois aucune amélioration ne s'observe. C'est le cas en Bolivie. Malgré la gratuité des soins et des compensations financières censées encourager les contrôles prénataux et l'accouchement à l'hôpital, le taux de mortalité maternelle reste parmi les plus élevés d'Amérique latine. Intriguant, n'est-ce pas ? Muni d'un carnet, d'un crayon, d'un dictaphone et de bonnes chaussures, je suis partie enquêter à 4000 mètres d'altitude dans la seconde plus grande ville du pays, El Alto. Sur place, premier constat, certains politiques et professionnels de santé accusent les femmes. Bien qu'ils aient levé la barrière économique de l'accès aux soins, ces ingrates n'y auraient que partiellement recours, prouvant bien là leur désintérêt pour leur santé. Attitude que sans vergogne, ils mettent sur le compte des origines paysannes et indiennes de la population. Les femmes seraient donc responsables de leur propre mort. En tant que doctorante en anthropologie, je me devais de creuser davantage. Pendant 19 mois, je me suis mise tour à tour dans les chaussures de chacun des acteurs impliqués pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Des femmes à leurs familles, des médecins aux infirmières, des équipes du ministère de la Santé à celles des Nations Unies et d'ONG, j'ai appréhendé de l'intérieur leurs représentations, leurs enjeux et leurs pratiques. Et c'est bien la confrontation des différentes perspectives qui m'a permis de saisir les décalages, les contradictions et in fine la réticence des femmes au suivi médical. Par exemple, avec la gratuité, les médecins ont la sensation de rendre une faveur à ces femmes pauvres et tendent alors à bâcler les soins. En parallèle, aucun argent n'a été investi dans l'infrastructure, l'équipement et le personnel, mettant à mal l'organisation des structures de santé. Un contrôle prénatal peut demander jusqu'à 6 heures aux patientes pour seulement 15 minutes de consultation. Or, rarement protégées par des contrats de travail, elles prennent le risque que leur grossesse soit découverte et dénoncée à leur patron qui n'aurait que faire d'une femme perçue comme improductive. Pour toutes ces raisons, elles ne se rendent donc au centre de santé qu'en dernier recours, souvent trop tard. Même si la gratuité semble être une solution simple et bien intentionnée, elle n'est pas suffisante pour pallier aux défaillances du système de santé et peut même présenter des effets délétères. Pour lutter contre la mortalité maternelle, ma thèse souligne le besoin de dépasser les idées préconçues du monde médical et politique sur les femmes pour davantage prendre en compte leurs contraintes matérielles, sociales et symboliques. Finalement, pour être plus efficace sur ce sujet, comme sur de nombreux autres d'ailleurs, les politiques ne devraient-ils pas davantage se mettre dans les chaussures des gens ? Merci. Il paraît que les images sont plus parlantes que les mots. Alors pour illustrer l'objet de ma thèse, aujourd'hui, j'aurais pu vous présenter un trou. Un beau, un grand, un béant et magnifique trou qui matérialiserait un vide. Un vide comme le profond vide juridique qui existe en matière de responsabilité sociale des entreprises multinationales. Si j'ai choisi cette image, délibérément provocatrice et gênante, c'est que la situation l'est tout autant. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le droit international public tel que nous le connaissons maintenant naît.
À l'issue des procès de Nuremberg et de Nagasaki, les criminels de guerre que sont les nazis et les chefs de guerre japonais sont jugés pour leurs crimes contre l'humanité. Mais ils n'ont pas agi seuls. Leurs actes ont été facilités par la participation d'entreprises, grands industriels, constructeurs automobiles. À l'issue des procès de Nuremberg et de Nagasaki, les tribunaux pénaux exceptionnels créés pour l'occasion décident de ne poursuivre que les personnes physiques. Vous savez, les messieurs sanguinaires aux moustaches sévères. Ils décident donc de ne pas retenir la responsabilité des personnes morales. Et c'est là où le bât blesse. 2017. Le monde découvre avec horreur l'existence de marchés aux esclaves en Libye. Des migrants sont captés par des groupuscules armés. Ils sont emprisonnés, torturés, et les familles des malheureux doivent payer des rançons via l'utilisation de services de transfert de fonds ayant pignon sur rue. Vous savez, ceux qui vous promettent d'envoyer de l'argent partout dans le monde, à moindre frais, en un clin d'œil. La question de la responsabilité de ces agents de transfert de fonds est une des questions forces du droit international au XXIe siècle. Ce que je veux prouver dans ma thèse, et ce sur quoi porte ma recherche, est la question de la responsabilité de ces entreprises multinationales face aux atteintes à la dignité humaine qu'elles commettent à l'occasion de leurs activités. Mon but est de trouver un moyen juridique, une petite boîte à outils, permettant de les contraindre à répondre de ces atteintes. Car ces entités profitent de la zone grise juridique dans laquelle elles se trouvent pour faire primer leur recherche de profit sur la protection des biens communs. Ces révolutionnaires, au bonnet phrygien, c'est moi, c'est vous, ce sont vos enfants, ce sont vos amis, c'est nous. Car in fine, même si le droit est un moyen de faire surgir ces questions, c'est bien dans la société civile et au sein d'elle que les choses changeront. Heures de débat entre amis sur ce que mange ce soir, fondue ou raclette. Le désaccord est un phénomène qui existe dans toutes les langues et cultures, et sans doute, il nous est arrivé à tous d'en exprimer un avec ou sans succès. Oui, si, non, sont les trois petits mots qui viennent à l'esprit quand on y pense. Et là, les complexités commencent. Déjà, l'adverbe si n'existe ni en anglais ni en russe. Bon, mais il y a forcément des équivalents. Bien sûr. Juste comme pour « It's raining cats and dogs », qu'on traduirait « Il pleut des cordes ». Donc, est-il suffisant d'apprendre les mots, ou les équivalents si vous voulez, dans une langue étrangère, pour pouvoir traduire et exprimer le désaccord comme on le fait dans sa langue maternelle? La réponse est non. Impossible, impossible, невозможно. Il peut paraître qu'il n'y a pas de grande différence entre les désaccords en français, anglais et russe, où la forme négative est basée sur l'utilisation du préfixe négatif. Mais tout n'est pas si simple que ça. En tant que linguiste, je vois les choses ainsi. Premièrement, il faut prendre en compte les moyens linguistiques, donc les mots et les tournures dans une langue. Même s'il y en a qui se ressemblent, le reste n'est pas identique. Juste comme l'adverbe si, il est impossible de traduire There is no way we can do that, mot par mot, en russe, puisque l'expression no way n'existe pas dans cette langue. Deuxièmement, la forme lexicale et grammaticale du désaccord dépend du nombre d'éléments extralinguistiques. C'est quoi extralinguistique? Ce sont les statuts des interlocuteurs, leurs relations et les normes de communauté, y compris les traditions et la culture. En parlant de la culture, nous pouvons aussi remarquer que le seuil de tolérance à la négativité est différent entre les trois langues, qui fait que souvent les Russes, qui ont un seuil de tolérance élevé, peuvent paraître froids et hostiles en exprimant le désaccord, tandis que les anglophones, qui ont un seuil de tolérance bas, paraissent trop polis. Dans ma thèse, j'étudie les textes diplomatiques, où juste comme dans la vie quotidienne, il arrive aux gens d'exprimer le désaccord. L'objectif est de montrer qu'une traduction judicieuse des spécificités linguistiques et culturelles joue le rôle d'un soutien indispensable.
Avec ces nouvelles connaissances, on pourrait enfin se mettre d'accord pour une raclette, mais surtout éviter les conflits entre les pays. Alors, d'accord ou pas d'accord? Merci. J'étais assise dans le jardin de ma grand-mère. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Face à moi, il y avait la lumière qui dessinait les formes. Je pouvais sentir la chaleur de ses rayons sur mon bras. Je pouvais même sentir l'odeur du thym sauvage que j'écrasais sous mes pieds. J'imagine le goût des cerises que les oiseaux picorent dans l'arbre. Je pouvais entendre une voix qui m'appelle. Et je pouvais savoir, sans même me retourner, qu'elle avançait vers moi. Tout cela, c'est mon monde, créé par mes sens. Je l'ai construit, et dessus, toutes mes connaissances, tout mon raisonnement est imprégné de ces perceptions. Tout comme vous, vous avez votre propre perception du monde. Je travaille plus exactement sur l'autisme et le sensoriel. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi le sensoriel? Je vais vous donner un petit exemple. On connaît tous un enfant qui a été en échec scolaire parce qu'au CP, il ne voyait pas le tableau. Ce qui semble quelque chose d'évident et qui pourtant n'est pas identifié en premier. On va traiter à ce moment-là plus les symptômes au lieu d'aller directement vers la cause. Et dans l'autisme, on sait que le sensoriel est différent. On parle de difficultés d'intégration sensorielle. Et on décrit des hyper ou des hyposensibilités. Dans ma recherche, je veux comprendre comment les personnes autistes perçoivent le monde de tous leurs sens. Et pour cela, j'écoute les parents et les proches de personnes autistes. J'écoute aussi les personnes autistes eux-mêmes, qui sont les plus disposées à nous exprimer leurs sensations et leur compréhension du monde. Je regarde aussi le traitement de l'information, de l'entrée sensorielle jusqu'à la recomposition de chaque élément de stimulation, jusqu'à notre siège de contrôle, le cerveau. Et grâce à ça, je peux construire des outils qui nous permettront d'évaluer non plus un sens ou un seuil de détection, mais la complexe et fascinante dynamique perception du monde par notre système sensoriel. Ce réseau qui nous permet d'interagir, d'apprendre et de nous adapter à notre environnement. Retournons quelques instants dans le jardin de ma grand-mère et regardons à travers quelqu'un d'autre. Imaginez, le soleil devient si fort qu'il brouille le paysage. Des gouttes de pluie tombent sur votre bras, mais la sensation de l'eau est désagréable. Soudain, le bruit mécanique d'une tondeuse vient frapper votre oreille. Vous regardez autour de vous pour voir d'où revient le bruit. Une personne apparaît brusquement dans votre champ de vision. Vous voyez ses lèvres bouger, mais rien n'est compréhensible. Cette scène, elle est très différente de la première que j'ai décrite. Et pourtant, les deux sont possibles. Ce travail, il nous permettra d'évaluer cette perception et surtout de changer notre perception. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Donc, j'ai bien reçu les résultats de votre recherche. Hein. C'est bien ça. Il confirme que vous êtes atteint d'une maladie neuromusculaire. Vous avez sûrement déjà été confronté, directement ou indirectement, à cette situation. Lorsque la foudre s'abat lors de l'annonce d'une maladie grave, d'une maladie chronique et dégénérative. Entre soulagement de savoir et détresse de comprendre, la maladie s'impose. Elle crée une rupture. Et comme une tempête à venir, la nouvelle fige par la promesse d'un avenir bouleversé. Elle enferme dans une solitude morbide. Bon, bah là vous vous dites, ça va pas être drôle avec elle. Hein. Non, c'est vrai. Mais moi ce que je voudrais vous dire, c'est que tout aussi tragique que soit cette maladie, elle ne présage pas de la manière dont le patient va vivre cette épreuve. Car la traversée de cette tempête implique la présence d'un autre, celle du médecin. Donc non. Cette scène n'est pas une scène solitaire. C'est une scène à deux protagonistes. Une scène avec de nombreux enjeux psychologiques car la recherche a montré que la consultation d'annonce était un moment fondateur pour le devenir des patients. Et moi, ce que je me demande plus précisément, c'est comment la relation qui se tisse entre médecin et patient au moment de l'annonce impacte ce devenir. Car la consultation d'annonce repose sur un équilibre précaire où l'intense charge émotionnelle peut engendrer des quiproquos entre ce que d'un côté le médecin dit, ce que de l'autre le patient comprend.
et retient. Car lui, il n'a tendance à se souvenir que des éléments les plus négatifs. Bah oui, et là vous allez me dire, du coup, est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact ? Bah moi je pense que oui. Car le rôle du médecin ne se réduit pas à enquêter, puis dire les résultats de sa recherche en évoquant un pronostic et d'éventuels traitements quand il y en a. Non, le médecin met en forme son annonce au regard de son expérience, de ce qu'il connaît de la maladie, de ce qu'il comprend du patient, de sa situation. Et du coup, à chaque tour de parole, il négocie cet écart entre ce qui est dit, compris, retenu, interprété. Donc vous voyez que c'est une scène complexe et dynamique. Donc moi, ce que je propose, c'est d'enregistrer les interactions entre médecins et patients au moment de l'annonce de maladies neuromusculaires et de les mettre en lien avec le vécu de chacun des deux protagonistes, ainsi que le retentissement psychologique sur le patient. Car dans ma thèse, ce que je souhaite, c'est montrer comment cette relation médecin-patient peut insuffler du mouvement, là où le traumatisme sidère et fige, en mettant en lumière le rôle du médecin comme un partenaire humain, proposant son parapluie pour accompagner son patient dans la traversée de la tempête qu'est l'épreuve de la maladie. Je vous remercie. Je vous présente Eva. C'est elle qui a imaginé le MOOC que vous pourriez suivre demain. Eva a commencé à travailler dans les années 2000. À l'époque, vous vous souvenez, on découvrait les réseaux sociaux. Eva a d'abord été journaliste, puis maquettiste, et un jour, elle a décidé d'aller de l'autre côté, dans le cœur du réacteur du travail, la formation professionnelle continue des adultes. Aujourd'hui, Eva est chargée d'ingénierie pédagogique. Et ce qui m'intéresse, c'est comment elle est mise en capacité de créer de la formation, tandis que sa digitalisation s'accélère. Comment je m'y prends ? D'abord, je regarde ce qu'attendent les employeurs d'Eva. Entreprises, organismes de formation, associations, à travers 10 ans d'annonces de stage. Grâce à une analyse lexicométrique, j'établis une cartographie des missions et des profils. Bref, le portrait robot d'Eva. Ensuite, je mobilise les travaux d'Amartya Sen, prix Nobel de l'économie en 1998, et son approche par les capacités. Comment une personne est mise en capacité d'être et de faire ? Quelle est sa marge de liberté réelle dans son contexte ? Alors, j'interviewe Eva, Tom, Solange, Alice et d'autres encore. Et je leur demande de me parler de leur travail en lien avec l'ingénierie pédagogique et le numérique. Voici mes résultats. Je trouve de grandes similitudes lexicales entre les annonces et les récits des personnes en termes de compétences, gestion de projet, pédagogie, créativité et de technologie à maîtriser. Mais pas que. Ce que ne disent pas les annonces, c'est que dans certaines situations, Eva développe son pouvoir d'agir et d'introduire du numérique. Par exemple, sur le MOOC, Eva fait de la veille. Elle interagit en équipe avec des experts du métier et des prestataires notamment. Elle bénéficie d'une autonomie suffisante de son entreprise tout en étant accompagnée sur son projet. Enfin, elle adopte une démarche structurée de l'analyse à l'évaluation et en même temps, elle s'autorise à expérimenter. Cette thèse, elle est pour ma discipline, les sciences de l'éducation et de la formation. Et elle est aussi pour Eva, pour celles et ceux qui contribuent à construire nos formations. Bref, les chargés d'ingénierie pédagogique derrière le décor. Ils méritent bien un coup de projecteur, non ? Parce que la formation, ça nous concerne toutes et tous. Merci. Voilà. Applaudissez-vous. Ça fait du bien, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Mais avant ça, on va laisser peut-être le jury se retirer pour aller délibérer et ensuite on va faire un point sur les votes en ligne. Voilà, vous pouvez applaudir le jury, hein, c'est le moment d'être sympa avec eux. Si vous avez un bon mot à dire, un petit billet à glisser, c'est la dernière ligne droite, il faut y aller.
Donc on laisse le jury se retirer. Et on vous dit donc à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous dire que le jury a délibéré, a eu du mal à en retenir 2. Et il y en avait 4 ou 5 qui vraiment méritaient tous. Voilà, tout le monde mérite de gagner. On n'est pas chez Dimanche Martin à l'époque. Je marque mon âge là. Mais je commence par le prix du public. Alors, prix du public, je ne le connaissais pas, puisque quand nous avons délibéré, c'était le prix du jury. Le prix du public. Madame, donc les hommes out, Madame Amélie Aubert-Plard, prix du public. Donc le prix du public est un prix du public, honorifique, mais qui aura quand même le bonus des 2 presses, les presses universitaires de Vincennes et les presses universitaires de Paris-Nanterre, qui donnent un petit plus pour la personne qui a le prix du public et pour les 2 lauréats. Deuxième prix. Donc là, c'est pour quelqu'un qui va aller dans la demi-finale nationale. Qualifiée pour la demi-finale nationale, Madame, donc c'est pareil, messieurs, out, Anna Doumbia. La responsabilité des sociétés transnationales et les atteintes à la dignité humaine de l'Université Paris 8. Le premier prix du jury, donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui va aller dans la demi-finale nationale. Monsieur, donc les dames, vous pouvez là. Paul-Henri Gault. La pragmatique dans la dynamique du changement linguistique vers une linguistique des forces de l'Université Paris-Nanterre. Je vous remercie toutes, Je crois qu'il y a des séances de photos, c'est ça? Il y a des séances de... Alors, en théorie, il y a une petite séance de photos. Peut-être on l'a fait avant. Il y a un générique avant. Ah, mais pardon, le générique. Voilà, c'était des émotions folles. C'était ça le générique? Non, c'était joli. Oh, j'aurais pu le dire. Non, merci beaucoup, merci à tous, merci Monsieur le Président. Donc venez faire les photos avec tous les gens qui veulent. Hein, je sais pas, c'est pas moi qui gère les photos. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi, d'avoir voté, d'avoir participé, et merci à tous les gens qui étaient présents ici ce soir. Merci beaucoup.